Monnaie, servitude et liberté, Joseph Tchoujiang Pouemi. L'Afrique dans l'ordre monétaire international. De plus en plus, à la faveur des désordres économiques qui secouent le monde depuis la fin des années 60, et parce qu'elle en souffre visiblement, l'Afrique sent l'importance des phénomènes monétaires. Autant les années qui suivirent les indépendances étaient celles des modèles de croissance ou de développement, autant les années 70 lui révèlent que ces constructions de l'esprit détournaient l'attention des questions essentielles, l'organisation et la gestion monétaire. Mais le désordre actuel n'est pas le fruit du hasard, ni une simple turbulence d'une économie prospère. Il est profond et fait suite à un ordre répressif, soigneusement mis au point à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'en arriver à l'examen de la situation présente, examen qui fera l'objet de 2 chapitres suivants, il convient donc, pour mieux le comprendre, de remonter à cette date. Inutile d'aller plus loin. L'Afrique n'existe pas, son histoire monétaire s'est arrêtée avec le contact colonial. Le monde, c'est le monde occidental, un peu dérangé, il est vrai, par l'apparition des pays communistes entre les 2 guerres. À la fin des hostilités, l'Occident a fait, avec la monnaie, sous sa forme moderne, l'expérience de 2 systèmes. Avant 1914, le système connu sous le nom d'étalon or, caractérisé par l'existence d'une monnaie internationale, une seule, l'or, dont les monnaies nationales en quantité comme en volume dépendent étroitement, même si le sceau de l'État leur confère leur pouvoir à l'intérieur des frontières. La quantité d'or détenue par chaque État, ses réserves, garantit une fois effectivement sa monnaie puisque tout détenteur de monnaie nationale a le droit d'en demander la conversion en or à tout moment. La convertibilité or est totale. Une conséquence est que les taux de change sont fixés ou varient très peu. La quantité d'or monétaire détermine et le volume global de monnaie, et sa répartition entre les pays, limitant sans l'annuler le pouvoir monétaire des États. Pendant et entre les 2 guerres, ces contraintes sont transgressées par les gouvernements qui tour à tour s'en libèrent et fabriquent la monnaie à volonté. Il en résulte des désordres de change et de prix qui, selon certains, auraient été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, la plus grande crise qu'ait jamais connue l'économie mondiale, celle de 1929, s'explique par cette liberté que les gouvernements se sont donnée depuis 1914. Après la guerre, les pays alliés, en même temps qu'ils mettent au point les structures des Nations Unies et jettent les bases d'une organisation commerciale mondiale, recherchent les moyens de revenir à un système monétaire plus ordonné afin d'éviter le retour des dégâts de l'entre-deux-guerres sans retomber dans les contraintes de l'étalon or. Mais il n'y a pas assez d'or, 2 plans sont proposés. Le premier par un Britannique, sans doute le meilleur économiste de ce siècle, John Maynard Keynes. L'idée est simple, mais géniale. Les désordres de l'entre-deux-guerres sont essentiellement les désordres de taux de change. Le premier mérite de l'étalon or, c'est la fixité de ses taux. Il faut y revenir sans attendre. Mais l'étalon or présente un inconvénient majeur, la quantité d'or. Découverte au gré du hasard, limite la quantité totale de monnaie. Or, elle précède la production. Elle la limite par conséquent. D'où le plan. Il suffit que les banques centrales se fassent des crédits entre elles, puis périodiquement fassent le point, dégagent une situation d'ensemble au sein d'une véritable banque mondiale que Keynes appelait Clearing Union, union de compensation. Celles qui sont surliquides en prêtent à celles qui sont illiquides. Et la Banque mondiale intervient en dernier ressort, soit pour fournir les liquidités, soit en retirer.
les liquidités étant bien sûr la monnaie internationale émise par elle, exactement comme fonctionne un marché monétaire à l'intérieur d'un pays. La Banque mondiale est la banque centrale des banques centrales et les contraintes de l'or sont relâchées. Construction abstraite, théorique, cohérente, œuvre d'un esprit libre qui non seulement a fait ses preuves en expliquant la crise de 29 et en concevant les remèdes, mais encore a fait passer ses idées dans la réalité. Le plan Keynes présentait à première vue l'inconvénient de vouloir confier un pouvoir aussi puissant que celui d'émettre la monnaie à une institution supranationale. C'était, disait-on, un plan de monnaie faible, soft money, puisque l'union de clearing pouvait créer l'inflation en émettant un surcroît de monnaie qui viendrait s'ajouter aux monnaies nationales. Keynes était parfaitement averti de la difficulté, mais il pensait profondément que la communauté internationale était capable de trouver des hommes suffisamment intelligents et honnêtes pour diriger une banque mondiale sans les contraintes de l'or ni les dangers de l'inflation. D'ailleurs, y avait-il une raison de supposer au départ que la banque serait plus inflationniste que déflationniste? Pour lui, le problème n'était pas là. Il était de détecter, avec sagesse, à chaque moment, la quantité totale de monnaie dont le monde avait besoin, au lieu de la laisser aux aléas des découvertes de l'or. Keynes croyait en la supériorité de l'intelligence humaine sur les données de la nature. Une fois cette quantité déterminée, les quantités de monnaie nationale données du fait même de la fixité du taux de change et, naturellement, de la liberté des mouvements de capitaux, exactement comme la quantité de monnaie centrale à l'intérieur d'un pays donne aussi sa répartition et par conséquent celle de la masse monétaire globale entre les différentes banques en fonction de leur adaptabilité aux sollicitations de l'économie. C'est bien la dualité, déjà signalée, qui demande un va-et-vient permanent d'action et de réaction entre le corps économique et les autorités monétaires. Hélas, le génie, celui qui a raison 24 heures avant les autres, est toujours fou pendant 24 heures. C'est bien connu, et Keynes était un génie. En face de Keynes, Harry White, fonctionnaire au Trésor américain, praticien comme on dirait aujourd'hui pour lui, pour les Américains, il n'était pas question de soft money, il fallait au monde une monnaie forte, hard money. Et une monnaie forte, c'était celle qui était fortement ancrée sur l'or. D'où le plan White. D'accord avec les échanges fixes, pas d'accord avec une banque mondiale. Il fallait plutôt un organisme auprès duquel chaque pays apporterait une quote-part, un quota, partie en monnaie nationale, partie en or. En cas de problème de balance des paiements, il irait chercher l'or qu'il a déposé et éventuellement emprunter d'autres monnaies. Le plan White fut adopté avec quelques aménagements à Bretton Woods, dans le New Hampshire, en 1944. Keynes protesta que le plan White n'était qu'une consigne à bagages, mais en vain.